Aujourd'hui, 9 février 2026, le CME Group lance un nouveau contrat à terme sur l'argent de 100 onces. Un nouveau produit financier entre en circulation en ce moment même sur le marché le plus important du monde pour les métaux précieux. Et personne ne vous explique pourquoi ils font ça maintenant. Pas dans 6 mois. Aujourd'hui. L'argent se négocie à 83 $ l'once. Il y a 10 jours, il était à 121, un record historique. Et puis, en une seule journée, le 30 janvier, moins 31%, la pire chute depuis 1980. Des milliards évaporés, des investisseurs liquidés. Et pourtant, 10 jours plus tard, le prix remonte au-dessus de 80 $. Ce que je vais vous montrer va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement. Ce ne sont pas des théories, ce sont des données vérifiables. Chaque source est dans la description. Restez jusqu'à la fin. Ce qui se joue n'a pas de précédent dans l'histoire des métaux précieux. Et les implications pour votre patrimoine sont considérables. Ce que je vais vous présenter couvre 3 dimensions que personne ne relie entre elles dans les médias financiers traditionnels, la crise physique des inventaires dans les coffres occidentaux, les restrictions stratégiques chinoises sur les exportations d'argent, et le lancement, aujourd'hui même, d'un nouveau produit financier dont le timing soulève des questions légitimes. Commençons par le 30 janvier, le jour où tout a changé. Le président Trump annonce la nomination de Kevin Warsh comme président de la Réserve fédérale américaine. Warsh, ancien gouverneur de la Fed entre 2006 et 2011, est un faucon monétaire. Il a publiquement critiqué l'expansion du bilan de la Fed et a écrit dans le Wall Street Journal en novembre 2025 que l'inflation est un choix délibéré des banques centrales. Au fait, ce que je vous montre là, les abonnés de la recherche financière ont vu cette analyse hier, avant cette vidéo ici. Si vous voulez voir avant tout le monde la prochaine fois, le lien est dans la description. Mais continuons. Le marché a interprété cette nomination comme un signal de politique monétaire restrictive sans précédent. Le dollar s'est envolé. L'indice du dollar a bondi de 0,8% en une seule séance. Et l'argent s'est effondré. Moins 28% sur le prix spot. Les contrats à terme ont chuté de 31,4%. La pire journée depuis les frères Hunt en 1980. L'or a perdu 9%. Mais l'argent, avec sa volatilité naturellement plus élevée, a absorbé le gros de la violence. Matt Maley, stratège chez Miller Tabak, a résumé « Des ventes forcées. Le levier accumulé pendant des mois de hausse s'est retourné violemment en quelques heures. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a attribué la volatilité aux traders chinois et parlé de bulles spéculatives. Mais voici ce que personne ne vous explique. La chute n'a rien changé aux fondamentaux physiques du marché. Pas un seul gramme supplémentaire dans les coffres du COMEX. Pas une seule mine n'a augmenté sa production. Pas un seul déficit ne s'est résorbé. Pas une seule restriction chinoise n'a été levée. Le 30 janvier, c'est une liquidation de position papier. Un événement financier, pas physique. Le prix a bougé. La réalité, non. Même après cette chute historique, l'argent reste en hausse de plus de 160% sur un an. Le prix a rebondi au-dessus de 80 $ en moins de 2 semaines, parce que les fondamentaux physiques sont intacts. Parlons de ce qui se passe réellement dans les coffres, parce que c'est là que se trouve la vérité que le prix papier essaie de masquer. Le COMEX, Commodity Exchange, c'est le centre névralgique mondial de la fixation des prix de l'argent. C'est le marché de référence, le prix que vous voyez sur votre écran, celui que citent les médias financiers. C'est le prix du COMEX. Mais le COMEX n'est pas un marché physique, c'est un marché de contrats à terme. La grande majorité des positions sont fermées avant l'échéance sans qu'aucune once de métal ne change de main. Le problème survient quand les détenteurs de contrats décident de ne pas fermer leur position, quand ils veulent du métal réel, parce que le COMEX doit alors livrer physiquement des onces, qu'il possède, peut-être en quantité insuffisante. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire en ce moment. Laissez-moi vous poser une question. Vous pensez que vous voyez cette analyse en premier? Non. Les abonnés de la recherche financière ont vu ça il y a 24 heures. Pendant que vous attendiez cette vidéo, ils lisaient l'analyse complète. Pendant que YouTube traitait l'upload, ils avaient déjà terminé. Vous êtes toujours un pas en arrière. Et je ne peux pas changer ça dans une vidéo YouTube. Ce que je peux faire, c'est vous montrer où est le lien. Il est dans la description. Ce que vous en faites, c'est votre problème. Un accès. Toutes les analyses, toujours en premier. On continue. Il y a 2 catégories de métal au COMEX. Le Registered, disponible pour livraison immédiate contre des contrats à terme. L'Eligible, stocké dans les entrepôts agréés mais appartenant à des tiers. Industriel, fonds, investisseurs, non disponible pour livraison, sauf conversion volontaire par le propriétaire. Quand on parle de centaines de millions d'onces dans les coffres, seule la fraction Registered est réellement disponible. Et cette fraction fonds. Depuis 2020, les inventaires Registered ont chuté d'environ 75%.
Début janvier 2026, en 7 jours, 33,45 millions d'onces retirées pour livraison physique. Les données du CME du 7 janvier montrent que JP Morgan a émis 99% des avis de livraison, 1624 contrats, 8,1 millions d'onces. Une seule institution. 26% de l'inventaire registered, disparu en une semaine. Aujourd'hui, l'inventaire registered se situe entre 82 et 113 millions d'onces. Le contrat à terme de mars représente 528 millions d'onces d'exposition, plus de 4 fois le métal disponible, concentré sur un seul mois. Le premier jour de position tombe le 28 février. Moins de 3 semaines. Si même une fraction significative des détenteurs exige la livraison, le COMEX ne peut pas satisfaire la demande. C'est de l'arithmétique. Le taux de lisse de l'argent à Londres a grimpé entre 6 et 8%. En temps normal, 0,3 à 0,5%. Quand quelqu'un paye 8% pour emprunter du métal physique, c'est un signal que ce métal est devenu introuvable. La bourse de Shanghai affiche une prime de 5 à 8 dollars au-dessus des prix occidentaux. Un arbitrage qui draine les réserves vers l'Asie de manière accélérée. Des acheteurs industriels qui ont besoin d'argent pour leur chaîne de production commencent à contourner les circuits bancaires traditionnels pour sécuriser du métal directement auprès des raffineurs. Les grands raffineurs suisses, Valcambi, Pamp et Argor Heraeus, rapportent une demande industrielle sans précédent pour la livraison de produits en argent. La monnaie royale canadienne et la Perth Mint ont mis en place des systèmes d'allocation pour les produits en argent en raison de la demande écrasante. Cette désintermédiation retire le tampon d'inventaire traditionnel qui permettait aux banques de gérer la découverte des prix sur les marchés des métaux précieux. Le résultat est un marché physique en train de se déconnecter du marché papier. Deux réalités parallèles qui divergent de plus en plus. D'un côté, un prix spot qui fluctue au gré des annonces de politique monétaire et des liquidations de positions spéculatives. De l'autre, un marché physique où le métal devient chaque jour plus difficile à obtenir, où les primes augmentent, où les délais de livraison s'allongent. Cette divergence ne peut pas durer indéfiniment, et quand elle se résout, c'est toujours en faveur de la réalité physique. Juste une chose, il y a 5 analyses que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. La première concerne les mouvements exacts des inventaires du COMEX, semaine par semaine, avec les noms des institutions et les volumes précis de chaque livraison. La deuxième détaille comment les restrictions chinoises vont affecter les chaînes d'approvisionnement européennes dans les mois qui viennent. La troisième analyse le nouveau contrat de 100 onces et ses implications réelles pour les positions short des grandes banques. La quatrième couvre les scénarios de prix si le COMEX fait face à une crise de livraison en mars. La cinquième présente les achats d'argent par certaines banques centrales, un phénomène entièrement nouveau qui n'apparaît dans aucun rapport officiel. Tout est dans la recherche financière, toutes les données, toutes les sources, tous les graphiques que je ne peux pas montrer ici, l'analyse de l'argent. Plus le Venezuela, plus le dollar, et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès. Toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. On continue. Et maintenant, le facteur qui rend cette crise structurellement irréversible. Le 1er janvier 2026, la Chine a imposé de nouvelles restrictions sur les exportations d'argent raffiné. Seulement 44 entreprises autorisées. Capacité minimale de 80 tonnes par an exigée. Des centaines de petits exportateurs exclus du marché mondial du jour au lendemain. La Chine contrôle entre 60 et 70% du raffinage mondial de l'argent. Entre janvier et novembre 2025, elle a exporté environ 4600 tonnes contre seulement 220 tonnes importées. Même une restriction partielle crée un choc planétaire immédiat. C'est le modèle des terres rares. Du gallium en 2023, du germanium. Pékin applique sa stratégie de contrôle des ressources critiques à l'argent. L'argent est officiellement devenu une ressource stratégique chinoise. Parlons des chiffres globaux que le marché ne peut plus ignorer. Le marché mondial de l'argent est en déficit structurel pour la 5e année consécutive. Ce n'est pas une anomalie passagère, c'est un changement de régime. En 2025, la production minière mondiale a atteint environ 813 millions d'onces. La production est restée essentiellement stable d'une année sur l'autre, avec une hausse de la production mexicaine et russe compensée par des baisses au Pérou et en Indonésie. La demande totale a dépassé 1,1 milliard d'onces. Le Silver Institute estime le déficit à 95 millions d'onces pour 2025. HSBC, dans ses perspectives pour 2026, avance un chiffre de 230 millions d'onces. La différence entre ces estimations tient à la comptabilisation de la demande d'investissement et des flux vers les fonds négociés en bourse. Mais le message est identique. Le monde consomme beaucoup plus d'argent qu'il n'en produit. Le déficit cumulé entre 2021 et 2025 atteint 820 millions d'onces, l'équivalent d'une année entière de production minière mondiale. Puisé dans les coffres de Londres,
de New York, dans les réserves accumulées pendant des décennies de surplus. Ces réserves ne sont pas infinies. Et elles diminuent de manière visible et mesurable. Pour 2026, avec les restrictions chinoises à l'exportation qui éliminent une partie de l'offre mondiale, le déficit projeté approche 200 millions d'onces supplémentaires. Et ce déficit ne peut pas se résoudre rapidement. Voici pourquoi. Environ 70% de la production mondiale d'argent provient de mines où l'argent est un sous-produit. Il sort de la terre quand on extrait du cuivre, du zinc, du plomb ou de l'or. Cela signifie que, même si le prix de l'argent triple, les compagnies minières ne peuvent pas simplement décider d'en produire davantage. Leurs opérations, leurs investissements, toute leur logique économique sont dictées par les métaux de base, pas par le prix de l'argent. Quand le prix du cuivre justifie l'ouverture d'une mine, l'argent qui en sort est un bonus. Quand le cuivre ne justifie plus l'exploitation, l'argent disparaît avec lui. Le développement d'une nouvelle mine prend entre 7 et 12 ans, de la découverte du gisement à la première once produite. Études géologiques, évaluation environnementale, obtention des permis, construction des infrastructures d'accès, installation des équipements de traitement, les solutions rapides n'existent tout simplement pas. Les mines primaires d'argent, celles où l'argent est le métal principal, ne représentent que 28% de la production mondiale, environ 227 millions d'onces par an. Le Mexique domine la production avec 24% du total mondial, soit environ 186 millions d'onces en 2025. Cette production dépend de quelques opérations majeures. Le redémarrage de la mine de Tizapa de Peñoles après une longue grève, la montée en puissance de Terronera d'Endeavour Silver, la production accrue de Southern Copper. Le Pérou suit en deuxième position, mais l'instabilité politique chronique a perturbé plusieurs opérations majeures. Les conflits communautaires, les grèves et les changements réglementaires constants créent un environnement d'incertitude permanent pour les producteurs. La Chine produit environ 3300 tonnes par an, mais sa production domestique est largement insuffisante pour couvrir sa propre demande intérieure en expansion. Ce qui explique en partie pourquoi Pékin a décidé de contrôler les exportations. Et partout dans le monde, les grades de minerais, la concentration d'argent dans la roche extraite, ont baissé d'environ 40% au cours des 2 dernières décennies. Les gisements les plus riches ont été découverts et exploités en premier. C'est la logique économique élémentaire. Ce qui reste est plus profond, plus dilué, plus coûteux à extraire. Chaque once nécessite de traiter des volumes de roches de plus en plus importants. Les coûts de production tout compris pour les mines primaires d'argent se situent autour de 13 $ l'once. Les marges ont atteint leur plus haut niveau en plus de 10 ans grâce à la hausse des prix. Mais ces marges ne se traduisent pas en augmentation rapide de la production. Le cycle minier est trop long. Les contraintes géologiques sont une réalité physique. L'histoire des métaux précieux enseigne une leçon que chaque génération doit réapprendre. Le denier romain, la monnaie de l'Empire, contenait à l'origine de l'argent presque pur. Au fil des siècles, les empereurs l'ont progressivement dilué, jusqu'à ce qu'il ne contienne pratiquement plus de métal précieux. Cette dévaluation monétaire a contribué au déclin économique de l'Empire. Les États-Unis ont abandonné les pièces en argent en 1965, quand le prix de l'argent a rendu le contenu métallique plus précieux que la valeur faciale de la pièce. Chaque monnaie fiduciaire de l'histoire a fini par perdre son pouvoir d'achat. L'argent, lui, a maintenu sa valeur fondamentale pendant des millénaires. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait historique vérifiable sur 5000 ans de civilisation humaine. Pendant que l'offre stagne, la demande industrielle transforme structurellement ce marché. L'argent n'est plus seulement un métal précieux destiné aux bijoux et aux pièces de monnaie, c'est devenu un métal industriel critique, au même titre que le cuivre ou le lithium. 56 à 60% de la demande annuelle provient d'applications industrielles qui consomment physiquement le métal. Ce chiffre a augmenté de 50% depuis 2015. La tendance est claire et irréversible. Le photovoltaïque est le principal moteur de cette transformation. Les panneaux solaires nécessitent de l'argent pour leurs contacts électriques et leur efficacité conductrice. Cette catégorie représente aujourd'hui 29% de la demande industrielle, contre seulement 11% en 2014. Et les installations solaires atteignent des records chaque année. Les véhicules électriques représentent une autre source de demande en expansion rapide. Chaque voiture électrique utilise de l'argent dans ses capteurs, son câblage, ses modules de puissance et ses systèmes de gestion de batterie. La production mondiale de véhicules électriques représentait 21% de la production automobile en 2024 contre 3% en 2019. L'intelligence artificielle crée des catégories entièrement nouvelles de demandes que personne n'avait anticipées. Les centres de données nécessitant de l'argent pour les connexions électriques, les applications de conductivité thermique et l'électronique spécialisée qui alimente les systèmes de calcul avancés. Des chercheurs de Stanford ont publié le 16 janvier dans Nature Materials une découverte montrant qu'un revêtement de nano-argent peut résoudre le problème de fissuration des batteries à état solide.
Si cette technologie se généralise, elle ajoutera une catégorie de demande entièrement nouvelle. Et voici le point fondamental que la plupart des analystes traditionnels sous-estiment. Contrairement à l'or, qui est principalement thésaurisé et peut être refondu indéfiniment, l'argent utilisé dans un panneau solaire, dans un circuit imprimé ou dans un contact électrique ne peut pas être récupéré économiquement. Les quantités sont trop faibles par application. Le recyclage coûte plus cher que le métal récupéré. Chaque once consommée industriellement disparaît du marché de manière permanente. C'est une destruction irréversible de l'offre disponible. L'Agence internationale de l'énergie a identifié l'argent comme un minéral critique pour la transition énergétique, sujet à des contraintes d'approvisionnement potentielles. L'Union européenne l'a inclus sur sa liste de matières premières critiques, reconnaissant l'importance stratégique d'un approvisionnement sécurisé. Les États-Unis l'ont désigné comme minéral critique en 2025. Le président Trump a signé une proclamation mentionnant des planchers de prix potentiels et des prélèvements possibles pour soutenir les producteurs domestiques. 3 des plus grandes puissances économiques du monde classent simultanément le même métal comme ressource stratégique. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal que les gouvernements voient ce que les marchés financiers refusent encore d'admettre. Revenons au contrat de 100 onces lancé aujourd'hui par le CME Group. Le CME le présente comme une démocratisation du marché, plus accessible aux particuliers, 100 onces au lieu de 5000. À 83 $, un contrat représente environ 8300 $ d'exposition, contre plus de 400 000 pour le contrat standard. Le CME cite des volumes records en 2025. 301 000 contrats micro-gold par jour en moyenne, 48 000 micro-silver, plus de 6 millions de contrats échangés sur le contrat d'une once d'or lancé en janvier 2025. Mais ce nouveau contrat est réglé financièrement. Pas de livraison physique. Personne ne touche jamais une seule once de métal. Les participants échangent du papier, pas de l'argent. Et il arrive au moment exact où les positions short des banques sont devenues insoutenables à maintenir, où les inventaires physiques sont au plus bas, où la demande de livraison atteint des niveaux sans précédent. La question que posent les analystes indépendants est simple et légitime. Ce contrat sert-il vraiment les investisseurs particuliers, ou offre-t-il une porte de sortie discrète aux institutions prisonnières de positions perdantes? Le 20 janvier, Sprott Physical Silver Trust a doublé son programme de levée de capitaux à 2 milliards de dollars. À 110 $ l'once à ce moment, cela représente 18 millions d'onces de métal physique. 16% de l'inventaire registered du COMEX, un seul fonds. Eric Sprott lui-même, le fondateur milliardaire canadien qui a consacré des décennies à l'investissement dans les métaux précieux, a déclaré que le marché de l'argent physique est dans la situation la plus tendue qu'il ait vue en 50 ans de carrière. C'est un signal institutionnel qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le capital professionnel veut du métal, pas du papier. La monnaie américaine a rapporté une demande record pour les American Silver Eagle tout au long de 2025, avec des ruptures de stock répétées. Certaines séries ont été vendues en quelques heures après leur mise en vente. Les primes sur les produits physiques de détail ont dépassé 30% au-dessus du prix spot pour les pièces de monnaie et les lingots de petite taille. Quand les acheteurs individuels acceptent de payer 30% de plus que le prix affiché sur le marché à terme, c'est un signal fondamental. La confiance dans le prix papier comme reflet fidèle de la valeur réelle du métal s'érode de manière visible. Après le choc Warsh, la récupération raconte une histoire que les baissiers refusent d'entendre. La politique monétaire peut temporairement refroidir la spéculation. Mais la consommation industrielle qui alimente le déficit ne répond pas au taux d'intérêt. Les installations solaires continueront parce qu'elles dépendent des prix de l'électricité et des mandats réglementaires. Les véhicules électriques se poursuivront en raison des engagements des constructeurs. L'intelligence artificielle s'accélérera parce que les pressions concurrentielles l'exigent. Ce sont des forces structurelles qui dépassent la politique monétaire. Le ratio or-argent se situe à 62 pour 1. La moyenne depuis 1971 est de 60 pour 1. Ce ratio a touché 105 pour 1 en avril 2025, avant de se comprimer rapidement. En 1980, il est descendu à 20 pour 1. Les extrêmes finissent toujours par se corriger. Mars sera le mois de vérité. Le 28 février, premier jour de position pour le contrat de mars. Si le nombre de demandes de livraison physique dépasse la capacité du COMEX, le marché sera face à un choix historique. Livrer du métal qu'il n'a peut-être pas en quantité suffisante. Ou recourir à un règlement en espèces qui détruirait la confiance dans le système de découverte des prix, comme le London Metal Exchange l'a fait avec le nickel en 2022. La déconnexion entre le prix papier et la réalité physique, c'est la tension centrale. Et cette tension ne se résout que de 2 manières. Soit le prix papier monte pour refléter la rareté, soit le système papier perd sa crédibilité. Dans les 2 cas, ceux qui détiennent du métal physique sont du bon côté de l'équation. Les données ne mentent pas.
Elles racontent une histoire que peu de gens veulent entendre. Ce que je présente ici est éducatif. Ce n'est pas un conseil d'investissement personnalisé. Chaque individu doit évaluer sa situation, sa tolérance au risque et ses objectifs. Les sources sont dans la description. Vérifiez tout par vous-même. Abonnez-vous pour ne rien manquer. On se voit demain avec les derniers développements.